renchérissement des prix de l'énergie, au manque d'investissement public, au manque de planification des soutiens, etc. Bon, de multiples raisons qui peuvent être avancées. Évidemment, ça nous intéresse de connaître votre position. Ces dernières années, je finirai là-dessus, vous avez lancé plusieurs fois une alerte en raison de l'évolution du montant des taxes affectées au financement des chambres de commerce et de l'industrie depuis la loi de finances 2024. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les missions que vous portez et aussi les répercussions d'un budget moindre en la matière? J'aurais aussi des questions sur, évidemment, les prestations payantes que, du coup, vous pouvez être obligé maintenant de proposer. Est-ce que c'est compatible avec le mandat de service public? Et du coup, voilà, les répercussions que ça peut avoir aussi directement sur les missions que vous portez là aussi. Merci encore, Monsieur le Président, de votre participation aujourd'hui. Cet échange avec les membres de notre commission, elle permettra, j'espère, à chacun d'y voir plus clair sur l'action publique d'appui à l'activité de nos entreprises de commerce et d'industrie en France, puisque nous sommes évidemment ici en tant que parlementaires et législateurs. Je vous laisse donc la parole pour une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, comme d'habitude, voilà, je ne vous ai pas précisé, mais je pense que ça a été fait par ailleurs, c'est que nous fonctionnons avec d'abord des oratrices, orateurs de groupe, 3 minutes, ce qui vous laisse 1 minute de réponse, et ensuite des questions individuelles. Et à la toute fin, évidemment, à la suite des questions, nous vous laisserons aussi tout le temps nécessaire. Mais d'ores et déjà, je vous laisse évidemment la parole pour cette introduction. Merci encore. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, merci de me recevoir et merci de porter attention à ce réseau que je représente aujourd'hui. Donc un réseau, vous le savez, qui a été créé il y a de nombreuses années. La première chambre de commerce, c'est un bureau de commerce, elle a été créée en 1599. Et donc, c'est un bureau de commerce, c'était à Marseille. Et donc, si vous voulez que je vous résume la vie des chambres de commerce, c'est très simple. Donc, Henri IV les a rêvés, Louis XIV les a créés, Napoléon les a ressuscités, et Henri Boucher, la Troisième République, les a consacrés en leur donnant le statut qui existe aujourd'hui. Grande période de transformation, donc, sur ces 400 dernières années, mais je voudrais me focaliser sur 2 périodes, si vous voulez bien. Une période qui va de 2013 à 2020. Et ça, c'était une transformation subie. Vous l'avez introduit, Madame la Présidente, où nous sommes passés de 1,350 milliard d'euros de taxes pour frais de chambre à 525 millions d'euros. C'est une baisse significative, donc ça a été une transformation très violente. Et nous sommes passés de 25 000 collaboratrices et collaborateurs à 14 000. Et une autre transformation, celle-ci, je ne l'ai pas subie, je l'ai voulu, j'ai été un acteur. Ça a été une transformation par l'envie et la performance. Donc il n'existe aucun système, aucune entreprise avec un grand E qui ne peut vivre par la destruction d'emplois et la destruction budgétaire. Ça ne marche pas. Les économies, c'est une chose, mais on doit donner la lumière, on doit donner des projets. Et cette transformation, elle a été une transformation, encore une fois, par l'envie et par la performance. 3 mots d'ordre. Donc, coller aux besoins de nos clients. Voilà, nous avons différents clients, des entreprises, des porteurs de projets, des apprenants et des territoires. Et donc, pour coller aux besoins, on a questionné 20 000 clients pour savoir où ils attendaient les chambres de commerce et d'industrie. Ça a donné lieu à notre plan de mandature. Le deuxième mot d'ordre, c'était être l'acteur de référence du dernier kilomètre des politiques publiques. C'est ça une chambre de commerce. C'est soit des politiques publiques, évidemment, plus elles sont pertinentes, plus qu'elles sont faciles à déployer, c'est les déployer au plus près des entreprises et avec la bonne volumétrie. Et le troisième point, c'est la performance. De ça, il ressort un réseau que nous avons aujourd'hui. Je vais vous dire des choses très positives. Ne me prenez pas pour quelqu'un d'autosatisfait, ce n'est pas mon cas. Je sais encore qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'on peut constater une progression. Sur ce que nous faisons, donc nous avons, sur l'année 2024, nous avons accompagné 1 140 000 porteurs de projets entreprises, soit 1 toutes les 5 secondes, ça va de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement. Vous savez et nous sommes le premier opérateur au niveau national, en termes d'accompagnement des entreprises. Deuxième métier, c'est la formation. Nous avons formé 515 000 personnes. Nous sommes les premiers formateurs après l'éducation nationale. Schématiquement, 250 personnes formées au titre de la formation professionnelle, à peu près 140 000 apprentis et 100 000 personnes en formation initiale, notamment avec nos grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Et sachez que nous sommes fait une spécialité. Nous avons 575 infrastructures régionales, ce sont des petits ports, des aéroports, etc., que nous gérons avec un faible TRI, un petit rendement, mais qui nous suffit, parce que la priorité que nous avons, c'est l'irrigation des territoires. Il n'existe pas de territoire qui se développe sans infrastructure.
Ça, nous le faisons avec nos 14 000 collaborateurs et nos 9 000 élus bénévoles. Et donc nous avons 121 chambres de commerce et d'industrie sur le territoire. Le réseau, on le qualifie de performant. Alors la performance, vous savez, on ne se dit pas être performant. Donc pour mesurer la performance, il y a 4 ans, et j'ai fait partie de ceux qui ont décidé ça avant d'être président de CCI France, j'étais premier vice-président, on a voulu être audité par un organisme extérieur qui s'appelle Opinionway. Et donc sur la prestation 2024, nous avons une satisfaction moyenne de nos clients de 8,3 sur 10 et de recommandations de 8,3 sur 10, donc plutôt bien noté. Et donc nous avons aussi questionné les collectivités et le taux de satisfaction est de 8,4 sur 10. On peut faire beaucoup de choses. On peut les faire plutôt bien et on peut avoir aucun impact. La vie, c'est comme ça. Évidemment, c'est dommageable de ne pas avoir d'impact, mais ce n'est pas le cas des chambres de commerce. Et je vais vous donner tout de suite la mesure d'impact. 81% des entreprises que nous avons accompagnées estiment que la prestation faite par nos collaboratrices et collaborateurs est une prestation donc bonne ou très bonne, d'accord. Et simplement, je voulais vous donner l'impact sur 3 agrégats qui me paraissent importants. La création de valeur, la création d'emplois et l'investissement. Donc, sur 190 000 entreprises que nous avons accompagnées en 2024, 64% ont lancé une opération de transformation qui a donné, pour 23% d'entre elles, un investissement moyen de 67 000 euros. Ce qui est intéressant, Madame la Présidente, c'est qu'il est en augmentation de cet investissement de 12 000 euros, alors que l'investissement moyen des entreprises sur l'année dernière a plutôt chuté. Deuxièmement, 14% ont recruté. Lorsqu'elles ont recruté, elles ont recruté en moyenne 3 personnes. Et enfin, 29% ont eu une croissance supérieure à la moyenne de la croissance des entreprises. Sur notre réseau, vous l'avez cité, Madame la Présidente, on dit que c'est un réseau optimisé. Donc nous avons 525 millions d'euros de taxes pour frais de chambre. Et donc lorsqu'on le ramène à nos prestations à la journée, nous avons un cours du jour homme à 320 euros, sensiblement au-dessous, bien sûr, de ce que coûterait une prestation. Et vous l'avez aussi introduit. Donc, effectivement, nous avons 525 millions d'euros de taxes pour frais de chambre. La mission de service public nous coûte 723 millions d'euros. Quelle est la magie? Il n'y en a pas beaucoup, puisque, vous l'avez aussi dit, pour 100 millions d'euros, c'est de la facturation. Majoritairement, c'est des facturations et des subventions que nous avons des collectivités, parce qu'effectivement, dans une période économique difficile, c'est très difficile d'aller facturer les TPE. Voilà. Il y a des tickets modérateurs, mais c'est très difficile et on ne nous attend pas sur ce chemin-là. Et puis, les 100 autres millions d'euros nous viennent d'activités excédentaires, comme la formation et les infrastructures. Enfin, pour finir sur ce point-là, on a mesuré l'impact économique pour le pays. Donc, entre, d'une part, la création d'emplois que je vous ai cité et le surinvestissement, donc sur l'année 2024, nous avons créé à minima 2,8 milliards d'euros de valeur pour 525 millions d'euros de taxes pour frais de chambre. Donc, Madame la Présidente, je peux vous dire donc, de façon certaine que nous sommes créateurs de valeur. Voilà, avec un effet de levier de 1 à 6. Une fois que je vous ai parlé de nous, je voudrais parler de nos clients et donc des entreprises. Et donc, je voudrais introduire la situation des entreprises selon 3 éléments. Un constat qui est sans appel, non discutable. Des raisons objectives, parce que des patrons de PME, TPE, qui sont nos clients, vous savez, les grands groupes ne viennent pas voir les chambres de commerce, elles ont leurs équipes pour se développer, etc. Notre core business à nous, si je puis le dire ainsi, c'est plutôt des TPE et des PME. Et même, c'est les petites PME. Les grosses, plutôt près de 250, sont suffisamment structurées pour aller à l'international, pour aller faire des opérations d'innovation, etc. Donc, ces entreprises-là, un constat sans appel, des raisons objectives et des conséquences immédiates. Sur le diagnostic, nous avons créé un indicateur d'optimisme en 2015. Et depuis 2015, on sonde chaque mois les entreprises. Alors, le moral des entrepreneurs ressort à 71 points. Lorsqu'on a créé l'indice, on était bas 100, moyenne longue période 110, et pour votre information, au maximum, on était à 142. Le minimum a été atteint lorsqu'on a tout fermé, qu'on a fait le shutdown du Covid, on était aux alentours de 50. 71, c'est mauvais, d'accord? Et pour appuyer ce moral des entreprises, je voudrais vous dire, on a posé 3 questions. Comment ils voient les perspectives de leur entreprise? 65% des entrepreneurs le voient correctement. C'est un score qui n'est pas bon, puisqu'en moyenne haute, donc au maximum dans les alentours de 83, et généralement on est à 80. Comment ils voient l'économie française? 13% sont positifs.
13%, le minimum est à 11% et le maximum est à 75%. Et comment ils voient l'économie mondiale? 24% la voient de façon positive, le minimum est à 11% et le maximum à 70%. Donc si je pouvais vous donner un indicateur globalement, c'est vous dire on n'est pas au fond du seau, mais on n'est pas haut du fond du seau. Bas très éloigné. Alors quelles sont les raisons objectives? Il y a deux raisons. Il y a une raison économique. La raison économique de la microéconomie. Moi, je ne connais que la microéconomie. Ça veut dire l'intégration des économies des PME et des TPE. Et vous avez une raison qui est politique, qui vous appartient plus, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les députés. Et je vais commencer par celle-ci. Vous savez comme moi que le monde a horreur du doute, horreur de l'incertitude. Les entrepreneurs n'y échappent pas. Et y compris les petits. Parce qu'il faut que vous sachiez que les petites entreprises, pour elles, tout est investissement. Embaucher quelqu'un est un investissement. Acheter une nouvelle machine est un investissement. Changer de locaux est un investissement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a jamais de retour immédiat sur une TPE, une PME. Tout est investissement. Et donc, évidemment, quand vous avez des doutes et des incertitudes, vous n'allez pas investir. Et donc, globalement, ce que nous disent les entreprises, 16% des entreprises subissent déjà des impacts négatifs de ce qu'ils imaginent être une instabilité politique, d'accord, ou un manque de vision, ou un manque de certitude. Soit 58% anticipent un impact à l'avenir, et ils visent, en termes de risque de leur côté, une baisse de l'activité, une baisse des investissements, des difficultés de recrutement et des difficultés à l'international. Je dirais que ces raisons-là, donc, je dirais d'incertitude politique, donc, elles sont peut-être plus subjectives, si vous le voulez bien. Je vais rentrer dans le 100% objectif. Et là, j'aimerais bien vous faire une analyse selon deux segmentations d'entreprises. Première segmentation, c'est les entreprises qui tirent leurs revenus de la France. Et donc, j'y mets essentiellement les PME. Moi, j'ai été dirigeant d'une TPE, d'une PME, d'une ETI et d'un grand groupe. Et donc, c'est vrai que quand on est une PME et on tire 100% de ses revenus sur l'Hexagone, c'est pas comme si on avait des filiales à l'étranger et qu'on avait un partage de revenus entre ce qui se passe dans les différentes géographies, ce qui se passe en France. La TPE et la PME, elle tire à 95% ses revenus de la France. Et cette TPE-PME souffre de 3 mots qui sont des mots assez conjoncturels, mais qui durent. La première maladie, si vous voulez bien, c'est l'endettement. Et je crois qu'on ne le dit pas assez. Je ne parle pas que du PGE. Sachez qu'on est le pays d'Europe où les entreprises sont le plus endettées rapportées à notre PIB. La France est à 140, l'Union européenne en moyenne est à 108 et l'Allemagne est à 95. On s'approche des États-Unis, mais vous savez que les États-Unis vivent avec la dette. Nous, c'est un peu différent. Le deuxième élément qui a vécu une période exacerbée pendant la période inflationniste, c'est la baisse des marges. Et vous savez comme moi que lorsqu'il y a beaucoup d'inflation, d'accord, on a beaucoup de mal de ce qu'on appelle le pricing power. Parce que vous vivez dans un monde de donneurs d'ordre sous-traitants, vous n'avez pas capacité à répercuter l'augmentation de vos coûts sur vos prix de vente. Donc, inévitablement, vous avez une baisse de marge. Et puis, vous le savez comme moi, mesdames et messieurs les députés, le réflexe qu'on peut avoir lorsqu'on a une baisse des marges, c'est de se refaire sur le volume. Mais on n'a pas de croissance. Voilà. Donc, tout ça fait, si vous voulez, que vous allez avoir des conséquences que je vais citer tout à l'heure. Ça, c'est l'analyse par segmentation de taille d'entreprise, si vous voulez, ou alors de dépendance par rapport au territoire. Et puis, il y a une autre analyse qui est sectorielle. Secteur d'activité. Évidemment, il y a des secteurs qui souffrent beaucoup. Le bâtiment, l'immobilier. Tout ça, cette galaxie-là, ça pèse 22% du PIB français. Je rappelle qu'en 2024, il y a eu une baisse de 15% des mises en chantier et une baisse de 26% de vente du neuf. Le deuxième secteur, je n'ai pas de grande classification, il n'y a pas d'ordre, je vous les cite, qui souffre beaucoup, on va y revenir, c'est le commerce, c'est l'hôtellerie-restauration. Je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que c'est une souffrance chronique. Elle a commencé en 2018, Madame la Présidente, puisque ce commerce a vécu donc les gilets jaunes, a vécu l'inflation, a vécu la casse, a vécu les grèves et a vécu la crise de pouvoir d'achat que nous avons. Ça, c'est ce qu'on a vécu dans notre pays. En parallèle, il faut être clair, nous sommes complètement, je dis nous parce que je me sens commerçant, nous sommes complètement percutés par cette disruption qui est le commerce électronique. N'oubliez pas que lorsqu'on questionne la Poste en termes de colis,
lorsque vous demandez à la Poste quels sont les principaux clients, très rapidement, vous avez Chain et Amazon, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que ces volumes d'affaires-là qui se fait aujourd'hui via ce type de commercialisation, ce volume-là, avant, on le faisait nous-mêmes. Donc il y a une répercussion importante sur le commerce. Et puis il y a un secteur qu'on a vu arriver donc récemment, et parce qu'on n'a pas regardé les indicateurs, c'est l'automobile. Et vous le savez comme moi. Et là, si vous voulez, moi j'ai une recommandation à faire. Donc c'est de vous dire la chose suivante, c'est que je crois que c'est bien d'imposer un verdissement, on est tous pour, mais de là imposer une technologie, je crois qu'on va un peu trop loin. Ça, c'est le rôle des chercheurs, c'est le rôle des constructeurs de choisir une technologie. Quant à nous, fixons donc un impact, une décarbonation. Je crois que ça serait beaucoup plus sérieux là-dessus. Que je vous prenne la segmentation par taille d'entreprise, ou que je prenne ces secteurs d'activité, globalement, l'impact, c'est 50% de l'emploi dans ce pays. Voilà. Donc ça, c'est pour les raisons objectives. Puis maintenant, je vais vous donner les conséquences immédiates. Vous le savez, 2 conséquences. Ce qu'on voit, c'est les défaillances d'entreprises. Je vais venir illustrer ce que je viens de vous dire. Et on voit aussi, vous le savez, un grand coup de frein sur les coûts et les investissements. Et bien sûr, dans les coûts, mettez les embauches. D'accord ? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, j'illustre mon propos. Les défaillances, vous les connaissez comme moi, un record en 2024, 66 000 entreprises, un peu plus de 66 000 défaillances enregistrées en 2024. Et simplement, ce qu'il faut regarder, je crois qu'il faut faire une petite analyse des défaillances. Vous avez un curseur qui s'est déplacé de la micro-entreprise à l'entreprise PME, voire ETI, voire grand groupe. Et ça, bien sûr, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'emploi menacé est beaucoup plus important. Les chiffres que j'ai me disent que, globalement, on a à peu près 266 000 emplois menacés à court terme. La mauvaise nouvelle, c'est que la dérivée sur 2025 n'est pas bonne, puisqu'on imagine entre 68 000 et 70 000 défaillances. Le deuxième élément, et je l'ai déjà cité, c'est bien sûr le ralentissement de l'investissement. Laissez-moi vous donner quelques chiffres là-dessus. 43% des PME, TPE ont investi en 2024. Sur la période 2001-2023, c'était 55% en moyenne. Donc une baisse sensible. Évidemment, vous avez un taux de croissance en berne que vous connaissez, 0,9% de croissance du PIB en 2024. Nous espérons dépasser le 1% en 2025. Et puis, donc la résultante, bien sûr, c'est une évolution du chômage. Quelles conséquences sur les chambres de commerce et d'industrie ? On n'a jamais eu autant de clients à servir. Voilà. Et donc, on nous demande 2 choses. On a des prestations que l'on sait faire. Alors évidemment, je le dis très clairement, Madame la Présidente, donc on devra en faire plus, mais on est limité par nos moyens. Voilà. Je reviendrai peut-être là-dessus si vous voulez avoir d'autres informations. Mais on a ces éléments techniques, mais aussi il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est le soutien psychologique. C'est pour ça qu'on refait appel à des organismes spécialisés comme l'APESA, qui sont des spécialistes, et dès qu'on détecte une détresse auprès des personnes qui nous appellent, bien sûr, on les oriente vers l'APESA. Une fois qu'on a dit ça, et j'en arrive au plan d'action, et après je répondrai à vos questions, donc nous avons fait différentes propositions, bien sûr, au gouvernement. Beaucoup ont été retenus, et je voudrais vous donner les chapitres. Donc comment nous avons rubriqué ces propositions. Premièrement, on l'a dit, on a besoin de continuer à travailler. Et donc pour cela, on a demandé, et je vous remercie du soutien que vous nous avez apporté, on a demandé à avoir pas de baisse sur la taxe pour frais de chambre. Mais cette pas de baisse, ce n'est pas en rase gratis, vous le savez, puisque sur le PLF 2024, je m'étais engagé à renvoyer 100 millions d'euros donc, à l'État, donc qui sont répartis de la façon suivante. 40 millions d'euros ont été renvoyés sur 2024, seront renvoyés 20 millions d'euros de trésorerie en 2025, en 2026 et en 2027. Voilà. Et ce que j'ai demandé et que vous avez entendu, et je vous en remercie, c'est que cette trajectoire qu'on avait négociée soit bien sûr respectée. Alors avec cette trajectoire, étant entendu qu'on a eu de l'inflation et qu'il y a toujours de l'inflation, ça veut dire que je peux faire mon travail sans plan de réorganisation et simplement, évidemment, lorsqu'il y a des départs, on ne remplace pas tous les départs parce qu'on est incapable de pouvoir être à effectif constant. On estime, si vous voulez, pouvoir avoir entre 100 départs, un peu plus de 100 départs par an, non remplacés, et de façon à pouvoir tenir le coup avec nos budgets. Et simplement ce que je veux dire, parce que peut-être qu'ils nous entendent, moi je trouve que nos collaboratrices et collaborateurs ont été extraordinaires. Extraordinaires parce que ce n'est pas facile de voir une entreprise qui passe de 25 000 à 14 000
Personne. C'est pas facile de voir une entreprise qui ne peut pas embaucher ou peut embaucher. Ils sont restés à bord, ils sont restés motivés. Et donc pour tout ça, je les remercie. Ce sont des véritables acteurs du service public. Je remercie aussi nos élus qui ont tenu le coup parce qu'effectivement, lorsqu'on dirige des établissements publics en pleine expansion, c'est pas pareil que lorsqu'on dirige des établissements publics sur lesquels on a des efforts significatifs à faire. Poursuivre la dynamique de performance, ça bien sûr, on le fait. Et on respecte bien sûr nos COP et nos COM, les conventions d'objectifs et de moyens et nos conventions d'objectifs et de performance, peut-être, voilà. Et donc, ils sont à la fois régionales et nationales. Et donc, nous avons aussi souhaité faire des propositions à l'État sur lesquelles je reviendrai. Et le dernier point que nous avons proposé, et ça a été entendu, nous voulons être un acteur de la simplification. La simplification, ça ne coûte rien à la France. On estime aujourd'hui qu'on peut faire gagner des points de croissance à nos entreprises, 3, 4 points de croissance aux entreprises, parce qu'on va leur simplifier la vie. Et donc là-dessus, vous le savez, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, donc on devrait nous confier le test PME, voilà, c'est-à-dire avec donc l'entourage que nous avons d'entrepreneurs, tester les dispositifs publics et regarder s'ils sont adaptés aux PME. Point numéro 1. Et donc, théoriquement, nous devrions aussi avoir le secrétariat du Haut Commissariat à la simplification. Nous sommes très motivés, bien sûr, pour assumer cette mission que nous assurons sans complément de financement. Et c'est important pour nous et pour nos entreprises. Sur les simplifications, je vous rappelle quelques éléments. On a 2000 dispositifs publics, 2000 aides. Sur les aides à l'environnement, il y en a 400. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, si on veut faciliter la vie, à la fois à l'opérateur que je suis, et donc à nos entreprises, il convient de faire une analyse précise de ces aides publiques et de regarder celles qui ont une utilité ou pas, et celles qui servent très très peu d'entreprises, et de regarder s'il y a des systèmes qui peuvent s'y substituer. Par ailleurs, vous le savez comme moi, sur les délais d'implantation, puisqu'il y a une loi là-dessus qui est sortie, ou un dispositif, vous savez qu'en France, c'est 18 mois en moyenne et 4 mois en Allemagne. Il est important, bien sûr, de travailler sur ces sujets-là. Et au-delà, si vous voulez, de ces propositions sur lesquelles je reviendrai, je veux simplement vous dire que le plan d'action 2025 est bien sûr en route. Comme on a des difficultés particulières sur certains secteurs, on a affiné la segmentation de nos clients et donc nous servirons en 2025 6 types de clients, les commerçants, les entreprises de services, les industries, le bâtiment et l'immobilier, l'hôtellerie, café, restauration et les territoires. Et le plan est le suivant: développer, c'est-à-dire les aider à créer du chiffre d'affaires, s'internationaliser, soutenir les entreprises dans les difficultés, il y en a beaucoup, décarboner, transmettre, digitaliser, orienter et former. J'en arrive à des propositions qui n'ont pas été retenues, je répondrai à vos questions. Donc, j'ai 3 éléments auxquels je crois beaucoup, et pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas pu les déployer, et je voudrais vous les citer. La première, c'est une expérimentation que j'aimerais faire sur 3 types de départements: un département métropolitain, un département rural et un département ultramarin. C'est ce que j'appelais le pas de côté. Nous sommes dans notre pays, nous vivons un paradoxe. Nous avons des bassins d'emploi où des entreprises cherchent à embaucher avec des métiers sous tension, et dans ces mêmes bassins d'emploi, nous avons des taux de chômage importants. Et donc ça veut dire que sur la base des besoins des entreprises, donc travailler, si vous voulez, sur 2 réservoirs d'emploi extraordinaires, que sont les allocataires du RSA et nos jeunes qui sortent de lycée pro et qui n'ont pas de travail. Et donc, ce que j'ai souhaité faire en expérimentation, c'est sur cette base-là et sur ces besoins-là, monter une formation, je dirais, qu'on appelle soft skills. C'est retourner au travail. C'est comprendre le fonctionnement d'une entreprise, comprendre comment ça se passe dans l'entreprise, accepter les horaires, accepter la hiérarchie. Point numéro 1. Et deuxièmement, s'il y en était besoin, grâce à nos outils de formation, faire une formation complémentaire au métier. J'ai rencontré le président des départements de France. Je crois qu'on est tous très motivés pour travailler là-dessus, mais je n'ai pas aujourd'hui l'effet de levier pour lancer cette opération, et j'y crois beaucoup. Voilà, nous avons des gens au chômage, trop de gens au chômage. Je ne crois pas, si vous voulez, à cette fatalité de se dire que le plein emploi, c'est 6% de chômeurs. Je n'y crois pas. Je crois qu'on peut faire mieux, et donc nous sommes volontaires pour travailler sur cette expérimentation. Le deuxième élément, c'est qu'il y a à peu près 4,5 millions d'entreprises en France. 3,5 millions d'entreprises, ce sont des micro-entrepreneurs. Si je regarde cette segmentation, sur ces 3,5 millions, il y en a 500 000 qui sont au seuil. Et j'ai un rêve, qui sont au seuil pour embaucher
Donc voilà, à ces seuils-là. C'est faire le plus un. Ça veut dire, par la formation qu'on pourra les donner, par la visibilité, par les outils qu'on pourra déployer, leur donner envie d'embaucher une collaboratrice ou un collaborateur. Ça a deux vertus, bien sûr. Premièrement, ça sécurise l'activité. Parce que si un micro-entrepreneur a un accident de la vie, s'il est tout seul, il arrête son activité. Et deuxièmement, l'autre vertu, c'est la vertu d'embaucher une personne. 500 000 entreprises, 500 000 emplois. Et le dernier point, c'est que vous savez qu'il existe des programmes qui s'appellent Sentinelle, ou Étincelle, pardon, et il existe chez nous 1,2 million de PME et de TPE. Et parmi ces TPE-PME, on imagine 40 000 TPE-PME à potentiel. On ne les a pas encore dans le radar. Ce n'est pas les ETI, ce n'est pas les grosses PME, mais ce sont des entreprises qui font de l'innovation, qui font de la croissance, qui embauchent et un peu d'international. Et on rêverait d'accélérer ces 40 000 entreprises pour leur faire passer les seuils. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais vous dire. Voilà, encore une fois, merci pour cette invitation et bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez ou auriez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation, cette introduction. Donc tout de suite, nous commençons avec le groupe Rassemblement National, Monsieur Antoine Goliot. Oui, Monsieur le Président de CCI France, la France connaît actuellement une vague historique de défaillances d'entreprises avec plus de 60 000 cas recensés sur l'année 2024. Vous l'avez d'ailleurs mentionné. Parallèlement, les annonces de fermeture de sites et de licenciements se multiplient, créant un climat économique particulièrement tendu. Par exemple, dans ma circonscription, dans le Pas-de-Calais, la CIB, Société d'impression du Boulonnais, va se séparer de la moitié de ses salariés et ce sont plus de 70 personnes qui vont se retrouver sans emploi. Les CCI jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des entreprises, notamment pour prévenir les faillites et soutenir l'activité économique. Cependant, les impératifs budgétaires impliquent des réductions de financement pour les opérateurs publics, y compris les chambres de commerce et d'industrie. Dans ces conditions, comment les CCI peuvent-elles continuer à remplir efficacement leur mission d'accompagnement des entreprises tout en contribuant à l'effort de maîtrise des dépenses publiques ? Quelles pistes d'évolution envisagez-vous pour garantir un service de qualité avec des ressources contraintes ? Par ailleurs, les entreprises françaises ont de fortes attentes en matière de simplification, vous l'aviez également mentionné, et nous serons prochainement amenés à formuler des propositions en ce sens avec l'étude de projet de loi de simplification de la vie économique. Sur la même ligne que mes précédentes interrogations, ne pensez-vous pas qu'il serait utile d'instaurer un guichet unique pour que toutes ces structures, afin de faciliter les démarches des entrepreneurs et de gagner en efficacité tout en optimisant les ressources publiques ? Et enfin, j'aimerais vous entendre sur un point essentiel que nous défendons vigoureusement avec mes collègues du Rassemblement national, c'est celui de la priorité nationale qui vise à favoriser nos entreprises françaises. Dans de nombreux pays, ils mettent en place ce dispositif incitatifs pour favoriser leurs entreprises nationales. Quelle initiative les CCI pourraient-elles proposer pour encourager une telle dynamique en France ? Les marchés publics représentent un levier stratégique pour soutenir notre économie locale. Comment mieux orienter ces commandes vers les entreprises françaises ? Quelles actions les CCI pourraient-elles mener pour renforcer la sensibilisation des consommateurs et des entreprises à l'achat local et structurer une véritable préférence nationale ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Antoine Goliot. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je vais commencer par votre dernier point. Je suis parfaitement aligné avec vous, Monsieur le député. Donc moi, je me bats pour le Made in France. D'accord ? D'ailleurs, si vous suivez ce que je fais, donc je fais rayonner nos produits Made in France, etc. Et je crois que, comme dans toutes les circonstances, il y a des moments où il faut choisir, Monsieur le député. Moi, je suis un pur produit de ce pays, de l'ascenseur social. Je suis né dans les quartiers à Marseille. Je suis né au Panier. Mes grands-parents étaient pêcheurs sur le port de Marseille. Mon papa était ouvrier, ma mère était ouvrière. Je suis ingénieur de formation. J'ai pu développer une entreprise cotée en bourse. J'ai pu faire mon parcours. Et donc, je pense l'avoir réussi. C'est pour ça que je suis là. C'est pour envoyer aux autres. Pourquoi j'ai pu faire ça ? Parce qu'il y avait ce fameux système français, ce système public, l'école gratuite, l'éducation que j'ai pu avoir, la possibilité d'entreprendre dans ce pays et d'être aidé par les chambres de commerce et d'industrie, c'est pour ça que j'y suis. Et donc, si on veut garder ce pays tel qu'il est, ce service public, il faut aussi nous dire France premier ou first.
Et je crois qu'il n'y a pas de honte à le dire. Et moi, je le dis, je favorise la France là-dessus. Alors j'éduque, monsieur le député. Comment on éduque ? Lorsque j'étais président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, je réunissais périodiquement les acheteurs locaux, des collectivités et des entreprises. Et l'idée, c'était de réexpliquer les règlements, y compris des appels d'offres. Rien n'empêche, dans un appel d'offres, de faire introduire la distance ou l'impact carbone des produits. Oui. Je l'avais fait, monsieur, en 2010, lorsque j'ai été président de la CCI de Haute-Garonne. Donc ça passe par de l'éducation. Deuxièmement, ça passe par de la mise en relation. Et donc c'est pour ça que j'ai créé le club Stratégie Achat. À l'époque, j'étais président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Garonne. Ça existe dans notre Chambre de commerce et d'industrie. Les acheteurs rencontrent des entreprises, des PME, PMI, et donc expliquent leurs besoins, et les entreprises comprennent les impératifs et les besoins des entreprises. Et dernièrement, puisque je suis un homme de la digitalisation, on a créé CCI Business. C'est une plateforme où les donneurs d'ordre mettent leurs projets et les PME viennent y répondre. J'ai comme partenaire EDF là-dessus, et ça marche très bien. J'ai la SNCF qui s'y met, j'ai GDF qui s'y met. Voilà. Donc, monsieur le député, là-dessus, c'est clair. Je crois qu'on doit donner une préférence nationale et européenne. D'accord ? On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et on ne peut pas faire en sorte de ne pas voir ce qui se passe à côté, notamment la forte préférence américaine par les Américains. Merci. Donc nous devons réagir. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Stéphane Vogetta. C'est bon, voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de CCI France, comme vous l'avez expliqué, CCI France joue un rôle crucial dans le soutien et le développement des entreprises en France à travers l'ensemble de ses missions. Qu'il s'agisse de la représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics, comme vous le faites aujourd'hui, son rôle de conseil et d'accompagnement aux entreprises, petites et grandes, et au sein de l'écosystème de la formation professionnelle. Vous prenez également votre part au développement économique local, à travers les CCI, qui jouent un rôle clé dans le développement économique des territoires, participent à des projets locaux, gèrent des infrastructures, tels des ports, aéroports, zones industrielles, contribuant ainsi au développement économique régional et contribuant à l'efficacité, à l'attractivité de ces territoires. Après vous avoir entendu parler de la problématique de la croissance, problématique évidente pour notre économie, je retiens particulièrement vos efforts d'appui à l'internationalisation des entreprises. D'autant plus que je suis moi-même très engagé au sein de la Team France Export, aux côtés des CCI franco-espagnoles, Madrid et Barcelone, ou franco-portugaises, qui structurent l'activité de nos entreprises françaises dans ma circonscription des Français de l'étranger. Cette internationalisation est une transformation nécessaire de notre économie, et si nous souhaitons effectivement poursuivre notre trajectoire de réduction du déficit commercial de la France. Ma première question tiendra donc à vos actions dans cet effort d'internationalisation de vos entreprises, de nos entreprises. Quelle est la teneur de vos efforts et quelle est votre stratégie, notamment dans le cadre du dispositif France 2030 Export ? Ma deuxième question, elle se rapporte au contexte que vous avez mentionné. Défaillance d'entreprise, ralentissement de l'investissement, endettement supérieur à celui d'économies comparables et problématique de transmission. Je souhaitais donc vous interroger sur un sujet qui a retenu mon attention ces derniers jours, notamment l'annonce par Bercy d'une modification de la fiscalité du régime de plus-value des dirigeants d'entreprises sous opération de leverage buyout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement a récemment annoncé apporter de la sécurité fiscale et stabiliser un régime sujet à contentieux depuis plus de 10 ans. Et il le fait en annonçant la taxation comme salaire et non plus comme capital d'une plus grande part de la plus-value des dirigeants d'entreprises sous LBO. Eux-mêmes qui engagent leurs capitaux personnels, à la différence des gérants de fonds qui, eux, perçoivent du carried interest qui reste, lui, taxé comme du capital. Je n'ai pas pu m'empêcher de noter la levée de bouclier des dirigeants d'entreprises, notamment ceux qui sont actuellement ou qui pensent un jour avoir besoin d'une opération de leverage buyout afin de renforcer leurs fonds propres et de passer à l'étape suivante en termes de croissance. Et je vous demande donc si vous avez eu l'occasion d'intervenir au cours de cette conversation et si vous connaissez l'état des discussions actuelles. Merci, Monsieur Vogetta. Monsieur le Président. Alors, écoutez, sur le dernier point, je suis désolé de vous décevoir. Non, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai qu'une préoccupation, Monsieur le député, c'est que je voudrais qu'on crée de l'ETI familial. Je voudrais qu'on ait la capacité à transmettre. Et donc, c'est vrai que ce qu'on peut voir sur les éléments, on a beaucoup parlé du pacte Dutreil, par exemple, vous le savez, c'est que
on s'aperçoit que si on a une fiscalité confiscatoire sur ces transmissions d'entreprises à l'intérieur d'une famille, donc ça oblige les gens à vendre, et donc nous perdons le contrôle, nous perdons les entreprises. Je crois que là-dessus, il faut absolument préserver, si vous voulez, le patrimoine national et faire en sorte qu'on puisse avoir des transmissions d'entreprises. Alors ça peut vouloir dire des reports d'imposition, ça peut vouloir dire des choses comme ça, mais voilà. Donc je reviens sur l'international, voilà. Mais je n'ai pas vu ces éléments-là. D'accord ? Je reviens sur l'international. Vous savez comme moi que nous sommes une cheville ouvrière importante de l'international. On fait partie de la Team France Export. Et je trouve que cette Team France Export a énormément simplifié les choses. D'accord ? Et ça a été un guichet unique de l'international. Et c'est bien de l'avoir fait. Tout le monde dans une même... Alors, ce n'est pas les mêmes boutiques, mais sous une même bannière. Voilà. Merci. Donc là-dessus, vous le savez, donc nous accompagnons à peu près 80% des entreprises en termes de préparation et de projection, dont nous avons notre part entière. Nous avons identifié 30 000 entreprises donc, qui sont dans notre vivier et nous organisons à peu près 1000 opérations par an. Et simplement pour vous dire là-dessus que nous avons 300 personnes identifiées sur ce point-là. Un dernier point, monsieur. N'oubliez pas que les flux à l'international, c'est des biens. On peut s'améliorer, mais si on veut se transcender, il faut reproduire en France. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe de la France Insoumise, Madame Sandrine Nosbé. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur Di Crescenzo, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, la production industrielle est en nette baisse depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Au cours de l'année 2024, 65 764 entreprises sont entrées en redressement judiciaire, un nombre au plus haut depuis 2010. Hausse record également sur le nombre de grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire concernées par un redressement judiciaire ou une liquidation. Et pour la première fois depuis 2016, on compte davantage de fermetures d'usines que d'ouvertures dans l'Hexagone. La Chambre de commerce et d'industrie n'est pas épargnée non plus, vous l'aviez dit, d'année en année, votre budget ne cesse d'être grignoté. L'intersyndicale des CCI nous avait d'ailleurs alerté sur cela, moins 70% de votre budget depuis 2013 et une division par 2 de vos salariés. Vous déclariez, monsieur, la semaine dernière que les TPE, PME et les micro-entreprises sont en grande difficulté. Comme vous devez le savoir, près des 2/3 des entreprises créées le sont sous le régime de la micro-entreprise. Plus de la moitié n'auraient pas pu créer leur entreprise sans l'existence de ce régime. Or, il y a quelques jours, dans le budget adopté par 49.3, était acté l'abaissement du seuil de franchise de TVA à 25 000 € pour les micro-entrepreneurs. Cette mesure met en danger plus de 350 000 travailleurs indépendants. 24% d'entre eux déclarent qu'ils risquent d'arrêter leur activité. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'économie, M. Lombard, a rétropédalé sur cette mesure en la suspendant temporairement, n'accordant donc que quelques semaines de sursis aux micro-entrepreneurs, puisque cette suspension court jusqu'à fin février. Les interpellations que nous recevons, nous, députés, sont extrêmement nombreuses, tant l'inquiétude est grande et les répressions et les répercussions importantes. Augmentation des prix, perte massive de clientèle, chute du chiffre d'affaires, effet pervers qui favorise le travail dissimulé, le travail non déclaré, atteinte directe à la simplicité de ce régime, de ce statut. Ma question est donc la suivante. En tant que président de la CCI France, que pensez-vous de cette mesure ? Comme l'ensemble des micro-entrepreneurs, appelez-vous à un retrait pur et simple de cette mesure. Merci. Merci, Madame Nosbé. Monsieur le Président. Mais écoutez, Madame, donc premièrement, je pense qu'il a été sage de suspendre cette mesure. Parce que, premièrement, pour beaucoup n'étaient pas au courant. Moi, c'était le cas. Je n'avais pas vu ces éléments-là. Et je crois qu'il faut effectivement il faut être très prudent sur les effets de bord. Voilà. Moi, je crois qu'il y a 2 situations. Donc, suspendre, réfléchir. D'ailleurs, je fais partie des personnes consultées. Et donc, j'aurai une consultation par la ministre du Commerce et des PME, je pense, cette semaine, fin de semaine, au début de semaine prochaine. Moi, je crois qu'il y a 2 situations, madame. Il y a 2 situations, et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Soit, donc, la micro-entreprise vend une entreprise. Et dans ce cas précis, vous savez comme moi, il n'y a pas d'effet TVA parce que, quelque part, la TPA est récupérable. Là où ça se complique, et vous avez raison, c'est lorsqu'on vend un particulier. Et là, effectivement, s'il y a de la TVA, le particulier, ça va y coûter 20% de plus et ça change la donne. D'où les difficultés très importantes qu'il pourrait avoir là-dessus. Ça veut dire que si on veut maintenir un prix, on baisse ces tarifs de 20%, et vous savez comme moi que ce n'est pas possible. Donc, on a voulu ce régime des micro-entrepreneurs. Vous le savez, l'an dernier,
On a créé 1 100 000 entreprises, 700 000, c'est des micro-entreprises. Et dans ce régime-là, il faut absolument, à mon avis, le soutenir. Je veux le transformer, moi. Parce que je veux qu'on passe d'une micro-entreprise à une entreprise, c'est mon +1. Mais il faut prêter attention à ces entreprises-là. Et donc, moi, ce que je recommande, en tout cas, je dirais, donc à la ministre, bien faire le distinguo entre ces deux types de business. On adresse une entreprise, on adresse un particulier. Et bien sûr, donc, on ne peut pas... comme ça, d'un revers de main, si vous voulez, s'affranchir de cet nombre de micro-entrepreneurs qui font l'économie et donc qui sont importants pour notre territoire. Donc, j'irai travailler, j'irai approfondir et j'irai analyser les impacts et je donnerai mon avis. Mais en tout cas, je vous ai déjà donné une piste. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette réponse. Je passe la parole maintenant pour le groupe socialiste à Monsieur Karim Benbrahim. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Le bilan de la balance commerciale française pour l'année 2024 a été rendu public la semaine dernière. Il confirme le déséquilibre structurel que nous connaissons depuis maintenant plus de 20 ans. Avec un déficit commercial de 81 milliards d'euros, la France importe considérablement plus qu'elle n'exporte. Si la balance commerciale de notre pays s'est un peu redressée l'année dernière par rapport à l'année 2023, sous l'effet conjoncturel de la baisse du prix du pétrole et d'un effet JO qui a soutenu le secteur du tourisme, les exportations ont, elles, diminué de 1,6%. Aujourd'hui, la balance de nos échanges commerciaux reste encore largement plus déficitaire qu'avant la période Covid. Les déclarations récentes du président américain sur de possibles hausses des droits de douane sur les produits européens font peser un risque supplémentaire sur l'activité des entreprises françaises et européennes, en face duquel nous ne pouvons pas rester sans mesures de protection. Parallèlement, la Chine poursuit sa politique d'aide d'État massive dans de nombreux secteurs stratégiques, comme les véhicules électriques, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou les semi-conducteurs. Elle use de la taille de son marché national pour venir inonder le marché européen, et elle continue de s'appuyer sur un modèle de production bien éloigné des objectifs sociaux et environnementaux que nous nous fixons. Si le secteur industriel est particulièrement touché par cette concurrence déloyale, nos commerces sont aussi fragilisés. Un chiffre pour l'illustrer, Shein et Temu représentent aujourd'hui près de 25% des colis livrés par le groupe La Poste. En plus d'alimenter un modèle de surconsommation auquel nous devons tourner le dos, ces entreprises, qui d'ailleurs n'hésitent pas à recruter d'anciens ministres d'Emmanuel Macron pour réaliser leur activité de lobbying, viennent aussi menacer nos entreprises du commerce de proximité. Le déséquilibre commercial que je viens d'exposer n'est pas sans impact sur notre souveraineté, sur notre empreinte écologique et sur la pérennité de nos emplois et de notre modèle social auquel une large majorité de Français est attachée. Face à des concurrents internationaux qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales, et alors que le défi de la transition écologique se fait toujours un peu plus urgent, la France et l'Union européenne se doivent de trouver un chemin nouveau. La CCI a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur transition et dans leur développement international. C'est donc sur ces points-là que je souhaite vous interroger. Vous avez exprimé tout à l'heure votre attachement au Made in France. Face aux distorsions de concurrence que j'évoquais, quelles mesures de protection de notre activité économique défendez-vous? Et quels sont, selon vous, les points forts du Made in France sur lesquels nous devons nous appuyer pour assurer la pérennité et le développement de nos entreprises? Je vous remercie. Merci, Monsieur Benbrahim. Monsieur le Président. Bon, moi, je suis convaincu que la France seule ne peut pas se défendre, monsieur le député. On a créé l'Europe, et c'est à ça que ça doit servir aussi. Donc, je crois que je l'ai écrit. Donc, quand il arrive une situation comme il arrive aux États-Unis, après on parlera de la Chine que je connais bien, c'est que si il y a des droits de douane qui augmentent d'un côté, il faut les augmenter de l'autre. Moi, je suis convaincu, monsieur le député, que le premier client des États-Unis, je pense que ça doit être l'Europe. C'est les premiers flux que nous avons. On ne peut pas se passer de l'Europe. On peut imaginer vivre en autarcie, les États-Unis, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc ça veut dire que vous avez compris ce qui s'est passé avec le Mexique et le Canada. Donc on a un président américain qui négocie. Ben, je crois qu'il faut montrer les gros bras, nous aussi, et négocier. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxièmement, si vous voulez, par rapport, vous m'avez posé la question par rapport donc au Made in France. Donc moi, je crois qu'il faut continuer. Bon, je reviens sur l'international.
on ne peut pas faire d'incantation pendant des années non plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc la politique de réindustrialisation, il faut la continuer. Et donc elle doit se baser sur 2 éléments. Sur de la technologie, d'accord, et sur du verdissement. Et je crois que là, il faut être très dur, très dur, très dur. C'est que quand on s'implique des contraintes environnementales chez nous, on doit aussi l'appliquer aux produits que nous importons. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à taxer massivement, et je le dis, donc des produits qui ont une empreinte environnementale qui n'est pas celle que nous souhaitons de notre côté. Je finis par un élément. Made in France, c'est quoi le rayonnement? Donc on a plébiscité nos produits, on a fait une enquête sur 4 destinations, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et je crois que c'était l'Italie. Qu'est-ce qu'on plébiscite chez nous? Là où nous sommes au top du top, c'est l'agroalimentaire, c'est les vins spiritueux, c'est le luxe et donc tout ce qui est cosmétique. Nous avons des vecteurs importants et compétitifs et on peut s'appuyer là-dessus. Il y a aussi des avions, bien sûr, mais c'est européen. J'essaie de tenir les temps pour faire à peu près une égalité entre chacun des groupes, mais je vous laisserai évidemment la parole je voudrais revenir à la fin sur un certain nombre de points, bien évidemment. Bien. Pour le groupe de la droite républicaine, monsieur le vice-président Jean-Pierre Vigier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, les CCI sont un maillon indispensable de soutien à nos entreprises. Et vous l'avez très bien dit, elles assurent ce dernier kilomètre de l'action publique au plus près des entrepreneurs. Il est impératif pour nous, les députés de la droite républicaine, de préserver et de valoriser ce travail, car c'est une question, d'efficacité économique, mais surtout de dynamisme territorial. Dans un contexte économique tendu, marqué, vous le savez, par la réduction des dépenses publiques et la rationalisation des opérateurs de l'État, il est essentiel pour nous de garantir que les structures de soutien aux entreprises, comme les chambres de commerce et d'industrie, puissent continuer à remplir efficacement leur mission d'accompagnement local. Aussi, j'ai plusieurs questions. Dans le cadre actuel de gestion budgétaire, pensez-vous que les chambres de commerce et d'industrie, qui jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des TPE et PME, pourraient intensifier la collaboration avec les collectivités locales, les centres de formation ou encore France Travail? En effet, vous le savez, ces différents acteurs mènent souvent des actions similaires, mais de manière indépendante. Une meilleure mutualisation de leurs efforts permettrait d'augmenter l'impact de leurs actions et de réduire les coûts. Deuxième question, quels leviers concrets peuvent être mobilisés pour renforcer l'impact des CCI et optimiser leurs actions dans ce contexte de rationalisation budgétaire? Et enfin, personne n'en a parlé, mais c'est important, un enjeu stratégique pour les entreprises est celui de l'intelligence artificielle. Si ces technologies représentent un levier de croissance important, leur adoption reste un défi pour beaucoup de TPE et PME. C'est donc ma troisième question. Comment les CCI peuvent-elles accompagner les entrepreneurs dans la transition numérique et rendre l'IA plus accessible? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Vigier. Bon. Alors on y va. Donc simplement, oui, monsieur le député, donc on peut améliorer nos partenariats avec les collectivités. Donc moi, je préconise, si vous voulez, un rapprochement sur toutes les agences de développement économique, qu'elles soient régionales ou métropolitaines, ou celles des différentes communautés de communes. C'est ce que nous faisons. Moi, c'est ce que j'ai fait à Toulouse. Donc c'était nos équipes qui travaillaient, mais on continue là-dessus. On a 900 partenariats avec les collectivités, et dans le plan de 2025, on va enfoncer le clou. Donc, deuxièmement, vous m'avez dit renforcer l'impact des CCI. Moi, je vous demande simplement de faire en sorte de sanctuariser nos budgets. On ne peut plus faire mieux que ça. Donc, je suis désolé, je n'arrive pas à servir mes clients. Voilà. Donc, je ne vous demande pas plus, je voudrais vous demander plus. Une indexation sur l'inflation, ça serait pas mal. Ça nous permettrait de survivre. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, surtout, sanctuarisons nos budgets. Dernier point. Dans le plan que nous avons sur 2025, nous avons prévu de sensibiliser 20 000 petites entreprises à l'IA. C'est ce que j'appellerais l'IA pour les petits. C'est dans le plan, ça a été voté. Et donc, sensibilisation 20 000 entreprises, 720 entreprises qu'on va accompagner dans une transformation IA pour en faire des ambassadeurs, parce que la productivité qu'on peut récupérer avec l'IA pour une entreprise, ça peut jouer sur 25% des coûts et 40% de productivité au global. C'est un pari qu'il faut jouer. Quelle est la différence entre un pays qui gagne et un pays qui perd? Un, il fait 1% de croissance et l'autre fait 3%. C'est 200 points de base, on peut les récupérer grâce à l'IA. Dans l'IA, nous ne nous battons pas trop sur les technologies, travaillons les usages. Les usages, c'est ça qui est important.
Je vais aller vite, là. Non, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Et bien évidemment, effectivement, sanctuariser un budget, ça veut dire prendre en compte l'inflation, comme tout économiste le sait. Voilà. Je vous remercie pour la question sur l'intelligence artificielle. Et j'en profite pour dire que nous avons décidé d'ailleurs de lancer dans cette commission une mission d'information sur l'intelligence artificielle. Bien, je passe maintenant la parole pour le groupe démocrate à Monsieur le vice-président Pascal Lecamp. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président des CCI de France, cher Alain, ça me fait plaisir de vous voir ici. Et on va pouvoir vous poser quelques questions, mais mon collègue Vigier m'a pris la question sur l'IA, donc je vais essayer de la reformuler. Enfin, on connaît le double défi auquel font face les CCI, qui doivent tant aider nos entreprises industrielles, commerciales et de services à faire face à un contexte économique durci, et que ce soit des PME, des ETI ou des grands groupes, à la remise en cause des règles du commerce international. Et je sais combien, pour avoir longtemps travaillé, je dirais, au berceau de la Team France Export ensemble, monsieur Di Crescenzo, dans votre région de Midi-Pyrénées, de l'époque, combien vous êtes impliqué sur ce sujet, mais aussi aux exigences des transitions écologiques et digitales aujourd'hui. En même temps, elles opèrent, les CCI, leur propre mue et une grande restructuration. Sur ce dernier point de la mue, des restructurations, un peu pour retoucher la question de mon collègue Jean-Pierre Vigier, il ne faut pas me mélanger. Philippe, il est chez nous au Modem, c'est pour ça. J'aurais une petite interrogation. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits pour créer des synergies entre les maisons France Service et les CCI. Maisons France Service qui maintenant maillent l'ensemble du territoire national et qui se sont recentralisées par mesure d'économie, les CCI. Il n'y a plus des antennes comme il y avait un peu partout. Alors quel bilan en tirez-vous et pensez-vous continuer ce travail avec les maisons France Service dans les territoires un peu éloignés? Enfin, j'avais deux autres questions en lien avec l'actualité. Une, que pensez-vous des propositions d'accélération économique du MEDEF, lesquelles ne vous apparaissent pas nécessairement judicieuses? Et sur l'IA, dans une tribune du 4 février, et vous venez de rappeler qu'il y avait le plan 2025, vous préconisez le déploiement de l'IA pour les PME, TPE. Je suppose que c'est ce plan auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Pourquoi, selon vous, une entreprise sur deux en France investit dans l'IA contre une moyenne de 70% dans l'ensemble des autres pays européens? On est bien en retard en termes d'investissement dans l'IA. Et alors, quel rôle, du coup, ce qu'a demandé M. Vigier, peuvent jouer les CCI? Et surtout, sont-elles aujourd'hui opérationnelles pour contribuer à cette prise en main rapide de l'IA sur les territoires? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Cher député, cher Pascal. Bon, donc, Maison France Service, comme tout autre, moi, je suis un fanat de la mutualisation. Encore une fois, je vous l'ai dit, en accompagnement, je fais 15% du marché. Il faudrait que je fasse plus. En sensibilisation, à peu près un tiers. Et sur la création d'entreprise, 50%. Donc, aujourd'hui, je suis pour les mutualisations avec les chambres de métiers, avec les chambres d'agriculture, avec les maisons, avec encore une fois, les agences de développement économique. On n'arrive pas à faire le job. Et il y a une demande qui est folle. Donc, oui, pour la mutualisation. Et on arrive à des résultats qui sont plutôt bons. Deuxièmement, concernant les propositions du MEDEF, moi, tout ce qui consiste à dire on dépose les formalités qu'une fois, on le dit qu'une fois, je suis d'accord. Tout élément qui consiste à dire on va raccourcir les délais, je suis d'accord. Donc j'ai lu avec attention ce qui a été proposé par le président du MEDEF et qui a été envoyé au Premier ministre. Alors, et moi je dis que ça va dans le bon sens de la simplification et de la faciliter le travail des entreprises pour aller vite, parce qu'encore une fois, il faut aller vite. Dernier point. Moi, je n'ai pas les mêmes chiffres sur l'IA. Il n'y a que 15% des entreprises qui disent être intéressées et à donner une attention particulière à l'IA. Et c'est vrai que quand on regarde l'Asie, quand on regarde l'Amérique et l'Europe du Nord, on est plutôt à plus de 50%. Et à côté de ça, les entreprises nous disent que ça pourrait leur faire à 50% qu'ils pourraient avoir des gains. Alors comment est-ce qu'on s'est doté, nous? Ce plan IA, je l'ai commencé il y a plus de 2 ans. On a formé plus de 200 collaborateurs. Donc on a créé une CCI Academy où on forme des élus et des collaborateurs. On est prêt à déployer, encore une fois, 20 000 sensibilisations en 2025, 700 totems, 720 entreprises qu'on aura accompagnées sur une transformation pour en faire des ambassadeurs. Je pense que ça peut aller très vite. Il faut proposer des usages très simples. Pour un commerçant, comment je gère mon stock? Pour un restaurateur, comment je gère mes appros? C'est là-dessus qu'on pourra gagner un peu d'argent avec un peu d'IA prédictive. Je crois qu'on sait le faire. Il existe des produits et les abonnements, c'est 10 € par mois.
Tout le monde peut se le payer. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. D'ailleurs, je témoignais cet après-midi sur le sujet. J'ai répondu. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe LIOT, Monsieur David Topiak. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mais heureux de vous voir parmi nous pour présenter le réseau des CCI qui joue un rôle important sur tous les territoires, y compris les territoires ruraux comme le mien. Justement, je vais revenir sur une disposition qui n'est peut-être pas dans la norme des missions que porte la CCI, qui pourrait reprendre le sujet que vous avez évoqué sur vos 3 propositions qui concernent l'emploi et les territoires. Moi, je suis d'un territoire où le taux de chômage est encore assez bas. Hein, on est à 5%, malgré la crise économique qui nous ramène vers une autre réalité. Et donc un territoire où il y a une certaine activité économique plutôt agroalimentaire ou sous-traitance aéronautique et des grosses difficultés de recrutement. On a une population assez âgée, part de population active la plus basse de la région Occitanie et grosses difficultés de recrutement. On travaille les élus avec la CCI notamment pour voir comment on peut améliorer des dispositifs. Donc la CCI du Gers a mis en place une plateforme, le Gers Recrute, qui permet de faire une belle promotion des offres d'emploi du territoire au-delà de nos frontières. Parce que notre enjeu aujourd'hui est de savoir comment nous allons pouvoir recruter en dehors du département, puisque les actifs ne sont pas dans le département, et comment nous allons pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent venir dans un projet de vie dans le département du Gers. Donc on parle de déménagement notamment, et de vie privée à côté de la vie professionnelle qu'on leur offre. Donc est-ce que vous avez d'autres exemples d'initiatives de ce type dans vos CCI qui n'est peut-être pas la norme, je le disais, des accompagnements, mais dans mon département rural, c'est une forte nécessité et la CCI a su s'adapter. Autre sujet, on l'a évoqué, mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure, sur l'export. On a la nécessité d'accompagner nos entreprises pour améliorer notre balance commerciale et les accompagner dans la capacité d'exporter. C'est ce qu'on fait dans le département du Gers, là aussi, avec un club export que la CCI anime de manière brillante. Comment coordonnez-vous les actions des clubs export que vous avez dans les CCI avec la Team France Export et le dispositif notamment parlementaire pour l'export dont je fais partie? J'avais organisé notamment au sein de la CCI du Gers, il y a un peu moins d'un an, un atelier avec la Team France Export pour sensibiliser les entreprises de mon territoire, notamment agroalimentaire, sur l'export et la nécessité de l'export. Et enfin, pour terminer, sur les dispositifs d'accompagnement. Vous accompagnez les entreprises dans les phases de création, de développement. Comment jugez-vous les dispositifs d'aide, que ce soit d'accompagnement, on va dire que ce soit des aides ou des prêts, proposés à la fois par l'État, par les régions, par BPI-France et bien d'autres? Pensez-vous qu'il y a une certaine cohérence? Avez-vous un avis sur la rationalisation qui serait nécessaire et la simplification pour une meilleure lisibilité par les porteurs de projets et par les entreprises? Je sais que vos équipes travaillent au quotidien, notamment dans la région Occitanie, qui a délégué l'instruction, enfin pas l'instruction, mais l'accompagnement des dossiers avec des équipes des CCI. Comment pensez-vous qu'on puisse aller plus loin, être plus performant pour une meilleure lisibilité des dispositifs? Merci beaucoup, Monsieur Topiak. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député, donc attiré, oui, il y a d'autres départements qui le font. Et donc, moi, j'habite à 5 km du Gers, donc je connais un petit peu le territoire. Et donc, simplement, il y avait une belle initiative sur le Lot qui consistait à dire, si on veut faire en sorte que des talents viennent chez nous, il ne faut pas oublier que souvent, on est deux. Et c'est trouver du boulot au conjoint. Ils avaient fait une petite application sur le téléphone là-dessus, une apps, qui permettait de faire ça. Et je trouve que c'est très astucieux. Le premier frein, si vous voulez, à la venue de personnes pour travailler sur les territoires, c'est le logement et les infrastructures. Voilà. Et donc, vous avez des départements, qu'Anthony connaît bien, qui est derrière moi, c'est la Vendée, par exemple, qui est complètement bloquée aujourd'hui parce qu'il y aurait besoin d'embaucher, mais on ne peut pas loger. Voilà. Donc si, dans votre département, monsieur le député, vous réglez le problème du logement, trouvez un logement pas très éloigné du lieu de travail, et donc à des prix corrects, et qu'il y a des infrastructures de transport, vous avez réglé le sujet là-dessus. Mais en tout cas, pensez aux conjoints. Deuxièmement, sur l'export, TFE, les clubs export, plan de 2024 des chambres de commerce, on a identifié tous les clubs export, et pour nous, c'est quelque chose qui est en amont de la TFE. C'est ce qui nous permet d'avoir l'entonnoir avec 30 000 exportateurs potentiels qui vont après partir dans les programmes de la TFE. Et dernier point, l'aide au prêt. Moi, j'ai globalement le dispositif public. Moi, je crois qu'on a suffisamment d'aides dans ce pays, il y en a beaucoup.
Je crois qu'il faut travailler le réseau de distribution, monsieur le député. Ça veut dire quoi? C'est s'assurer que les aides arrivent au bon endroit avec le bon effet de levier. Effet de levier sur l'investissement, effet de levier sur l'emploi et sur la création de valeur. Et donc, tout ça veut dire que dans notre pays, on doit prêter une attention particulière à certains corps intermédiaires, dont les chambres de commerce, pour s'assurer que les aides arrivent au bon niveau, au bon endroit et sur le bon timing. Et c'est comme ça qu'on sauvera les entreprises et c'est comme ça qu'on sauvera notre économie. Merci. En tout cas, celle de proximité. Merci. Et donc, je suis motivé sur le sujet, je vous le dis. Merci. Et pour finir, pour le groupe GDR, Monsieur Stéphane Peu. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, de vos propos, marqués sous le sceau du volontarisme, ce qui ne m'étonne pas. Moi, ça fait 30 ans que je suis élu en Seine-Saint-Denis et j'ai su, au fil de mes années d'élu local, notamment, apprécier et mesurer l'importance de la CCI dans mon département de la Seine-Saint-Denis. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais, comme beaucoup de questions que je voulais vous poser ont été posées précédemment, donc je vais modifier mes questions. D'abord, je voudrais quand même que vous m'expliquiez comment, en réduisant d'autant le nombre de salariés dans les CCI et les budgets des CCI, comment, sauf à donner raison à ceux qui ont fait cette réduction budgétaire, comment vous arrivez à faire la même chose? Et si ce n'est pas le cas, où avez-vous coupé dans les activités des chambres de commerce? La deuxième chose, c'est sur les clauses sur le Made in France, mais sur les clauses de proximité, parce que j'ai entendu votre exemple sur la CCI que vous présidiez auparavant. Moi, je présidais aussi des organismes qui avaient beaucoup de commandes publiques. Il n'en reste pas moins que le dispositif législatif sur les marchés publics reste quand même pas facile à manier pour les clauses de proximité, le mieux-disant, le moins-disant, enfin tout ça est quand même relativement flou. Et ne pensez-vous pas que pour aller plus loin dans les clauses de proximité et dans une commande publique qui s'adresse aux PME du territoire concerné notamment, il faut ne faut-il pas aller vers une modification législative du Code des marchés publics pour se donner plus de sécurité juridique dans ce domaine? Enfin, troisièmement, j'ai vu que vous étiez très investi sur les foncières commerce en lien avec les collectivités. J'en avais créé une à Saint-Denis à une époque avec la CCI. Je me félicite de ça, mais je voudrais savoir si vous avez une réflexion ou si vous voulez être acteur de cette évolution qui vise à réduire les zones commerciales à la sortie ou à l'entrée des villes, qui les défigurent d'ailleurs bien souvent, pour essayer de retrouver du foncier, surtout au moment où on a la loi zéro artificialisation des sols, et libérer du foncier et revitaliser les centres-villes avec des commerces mieux situés et plus accessibles. Et enfin, dernière question sur les auto-entrepreneurs. Je partage la question de ma collègue tout à l'heure, mais je voudrais poser une question quand même. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelques effets pervers à ces auto-entrepreneurs, et notamment, est-ce qu'il n'y a pas d'abus d'un certain nombre de grands groupes pour en faire un salariat déguisé plutôt que d'avoir des salariés? Enfin, toute dernière question sur le logement, qui est un peu mon dada. Vous savez qu'avant, les entreprises de plus de 10 salariés cotisaient à Action Logement. Et puis, au fil du temps, ça a été les entreprises de plus de 20, puis les entreprises de plus de 50. Et on a asséché ainsi une ressource qui pourrait aider beaucoup le logement des salariés, notamment pour les PME, TPE. Ne faudrait-il pas revenir à une cotisation pour les entreprises de plus de 10 salariés et ainsi contribuer à relancer aussi la construction? Merci, Monsieur Peu. Monsieur le Président. Alors, très rapidement, comment on a fait, monsieur le député? Donc, on a régionalisé des fonctions, notamment toutes les fonctions support. Et donc, ça veut dire qu'on a diminué au maximum les fonctions support, au maximum, de façon à avoir de plus en plus de personnes sur le terrain. On s'est digitalisé, on s'est réorganisé. Et donc, de façon très claire, donc, il y a notamment la représentation des entreprises donc, qui a souffert. Et donc, on a diminué sensiblement nos actions là-dessus. Voilà. On a vendu certains équipements, on a vendu nos sièges sociaux, on a fait tout ça. On est arrivé à la limite élastique, c'est comme ça qu'on a pu résister. Donc, le Made in France, oui, il faut continuer.
Vous savez, monsieur le député, je crois que dans la vie, et je le dis, je crois qu'il faut avoir des cahiers des charges solides quand on est une collectivité ou un établissement public de l'État. Un cahier des charges solide, ça ne veut pas dire que dans votre choix, 95% c'est le prix. Si vous rentrez à 95% c'est le prix, donc vous n'y arriverez pas. Et donc je crois qu'il faut être courageux, mais très visionnaire aussi, et volontariste, en disant que le prix, ça peut être 50%, et 50% c'est des qualités que l'on édicte, dont la proximité, dont l'empreinte carbone. Il faut savoir ce qu'on veut, et donc à partir du moment où le cahier des charges est bien rédigé, je crois qu'on peut s'en sortir là-dessus. Sur, si on modifie, c'est mieux. Mais écoutez, on ne peut pas toujours attendre que la loi soit modifiée, puis 2010, Merci. On arrive à travailler. Sur l'effet pervers, franchement, monsieur, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu. Peut-être, c'est un système qui se développe, donc je ne vois pas beaucoup d'effets pervers, en tout cas, je ne le vois pas. Sur les foncières commerce, c'est fondamental. C'est fondamental, il faut les développer. Donc on va travailler avec les banques des territoires et les collectivités. Il faut qu'on arrive à préempter et faire en sorte que devenir, donc implanter le bon commerce au bon endroit. D'accord ? Pour éviter des linéaires vides ou mal peuplés ou peuplés de commerces identiques. Et dernier point, si vous voulez, sur les cotisations, oui, on veut plus de logements, mais vous avez vu le poids qui pèse sur les entreprises. Je vais vous dire en lieu et place de quoi. Voilà. Merci. Bien, alors, je vais prendre quelques interventions individuelles et je vous laisserai évidemment la parole. Monsieur Pascal Lecamp et ensuite Monsieur Antoine Goliot. Oui, je n'ai pas répondu à ces questions, le pauvre. Je n'ai pas compris la règle du jeu. Merci Madame la Présidente. Deux petites remarques d'abord sur ce qu'a dit mon collègue Stéphane Peu sur les auto-entrepreneurs. Je pense qu'on arrive quand même à 3 millions d'auto-entrepreneurs en France, c'est-à-dire autant plus que d'entreprises. Et l'initiative de notre entrepreneur au départ, c'était quand même pendant 2 ans, d'avoir un régime spécial qui permettait de verser et devenir une entreprise après. Et je pense qu'on a perdu un peu l'idée initiale de l'auto-entrepreneuriat. Enfin, je suis persuadé que les chambres, puisqu'on parlait de l'IA, avec l'IA, vont réussir à faire 2 fois plus, avec 2 fois moins de budget. C'est ce que... Non, c'est une plaisanterie. Je voulais poser une question sur l'international. J'aurais du mal à ne pas en poser. C'est quand même toute ma vie. Et on se rend bien compte qu'on parle tous les ans du déficit du commerce extérieur. Ça a été évoqué par mon collègue socialiste, 81 milliards l'an dernier. Mais je crois que dans votre réponse, Monsieur le Président, vous avez dit c'est un échange de biens. Il faut bien qu'on produise des choses pour pouvoir échanger. Le tourisme ne fait pas partie de la balance commerciale. Donc 81 milliards l'année dernière, c'est énorme. Et on se rend bien compte que le dernier excédent, on l'a eu en 2002. Ça fait 24 ans maintenant qu'on n'a jamais été excédentaire. Et ça a correspondu à la baisse finalement de production industrielle de la France. Donc quelle solution vous envisagez ? Et dans le même temps, la TFE a bien marché puisqu'on est passé de 100 000 à 130 000 exportateurs. Donc on a augmenté de 30% nos nombres d'exportateurs dans la même période. Comment, avec ce nombre d'exportateurs supérieur, on peut atteindre un jour l'équilibre du commerce extérieur, voire un excédent ? Quelles sont vos solutions ? Merci. Monsieur le Président, pour 1 minute, je suis désolée. Et après, je vous laisserai tout le temps que vous souhaitez. Je suis hyper stressé par le Non, Pascal, monsieur le député, il n'y a pas d'autre solution que de produire chez nous. Il n'y a pas d'autre solution. Deuxièmement, après, il y a des astuces. On joue beaucoup aujourd'hui à Titre France Export. On essaie de repérer une entreprise qui a eu un succès dans une destination pour la récupérer sur notre destination. Donc là, on joue le rebond. Donc c'est fondamental. Et après, on essaie de jouer donc l'accélération d'une entreprise qui a exporté en termes de volume. C'est ce que nous faisons. Et après, je sais qu'en ce moment, ça ne se passe pas forcément très bien. Mais quand même, c'est 30, 40, 50 pays francophones. Et c'est plus de 300 millions de personnes qui parlent le français. Il faudrait mieux s'en servir. Moi, quand j'ai fait de l'international, j'étais dans 22 pays dans le monde. J'avais 2 barrières à l'international. J'oublie les produits, j'oublie les trucs. La culture et la langue. Si déjà on enlève la langue, c'est pas mal. Et donc moi, je pense qu'il faut surpondérer, qu'on travaille encore mieux avec les Canadiens, avec certains pays d'Afrique, avec les pays francophones, Belgique, la Suisse, etc. Parce qu'on a quand même une barrière qui s'efface, c'est la langue. Et j'ai proposé un plan accéléré là-dessus. Merci. Merci. Monsieur Antoine Goliot.
Oui, Monsieur le Président de CCI France, j'ai une question individuelle. Je souhaite évoquer les commerces de proximité dans le centre-ville. De nombreuses villes sont victimes de défaillances de petits commerces. Dans ma circonscription, notamment dans la ville la plus importante, qui est Boulogne-sur-Mer, c'est l'hécatombe au niveau du commerce local. Les causes sont multifactorielles. Les villes doivent rester attractives et accessibles pour les clients. Il y a aussi le domaine de la sécurité qui est très important. Et cela, c'est notamment le rôle de la municipalité. Mais il y a aussi la problématique des loyers excessifs qui dissuadent les commerçants à s'installer. Comment la CCI peut-elle agir pour rendre soutenable l'installation et la pérennisation de commerces de centre-ville face à des loyers très élevés? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, c'est là qu'interviennent les foncières. C'est là que, donc, nous, de notre côté, on a vu la Banque des territoires, on est prêts, nous-mêmes, CCI, avec le peu d'argent qu'on a à investir, aux côtés des collectivités, pour justement créer, si vous voulez, des foncières et faire en sorte de loger à bon prix nos entreprises et nos commerces. Voilà. Après, je crois qu'il y a un peu de régulation qui a été fait là-dessus pour éviter qu'il y ait des augmentations qui soient complètement terribles lorsqu'on arrive en fin de période triennale. Donc, plus c'est de ça. Donc, sur les baux, je crois que là-dessus, il faut travailler. Je crois qu'il faut trouver le juste prix. Mais moi, je crois beaucoup aux foncières de commerce. Deuxièmement, l'animation des centres-villes et des managers de centres-villes. Donc, nous lançons un grand plan de formation. Ce sont des acteurs indispensables pour faire de l'animation. Et ça nous permettra aussi de lutter contre la vacance commerciale. Il y a deux autres sujets. Vous avez parlé de la sécurité, il y a le parking aussi. Et donc je vois dans certaines villes, je ne sais pas la vôtre, ou à Boulogne-sur-Mer, mais lorsqu'un parking, ça coûte 30 € la journée, c'est 30 € de moins à mettre dans le commerce. Et donc il faut absolument qu'on arrive à trouver, c'est ce que j'avais fait moi à Toulouse, dans des journées particulières, que nous on venait faire un ticket modérateur sur le parking. Voilà. Il faut qu'on puisse venir se garer en périphérie des centres-villes ou en centre-ville et que ça ne coûte pas ce qu'on injecterait dans l'économie en achetant des biens et des produits. Je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, Monsieur le Président, je peux peut-être vous laisser compléter autant que vous le souhaitez, parce qu'il y avait un certain nombre de points, je crois, que vous avez notés. Voilà. Peut-être que je suis allé un peu vite. Donc, vous avez compris, par rapport aux chambres de commerce, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Bon, vous avez compris que c'était sécuriser nos budgets, voire les sécuriser un peu plus, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est une indexation. Voilà. Et ce qui est important, Monsieur le député, c'est de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années ensemble. C'est que n'oubliez pas qu'on se ressemble beaucoup. Nous sommes des élus des territoires. Nous vivons sur nos territoires. Et moi, j'ai la chance de représenter le territoire au niveau national. Et donc, simplement, ce que vous faites avec nos CCI en ayant les visités, en travaillant avec elles, etc., c'est le bon réflexe qu'on doit avoir. Et ce qui permet, d'une part, de mieux se comprendre et sans doute de mieux nous défendre. Je voudrais vous revenir peut-être sur quelques recommandations. Ne prenez pas ça comme étant un élément pompeux de ma part. Je me suis dit, mais je ne peux pas partir de cette audition sans vous remercier, je le ferai après, et sans vous donner quelques éléments, peut-être pistes de travail. Donc, sur ce qu'il faudrait faire. Bien sûr, il faut faire des économies. On a bien vu le poids donc, de la sphère publique sur notre pays. Vous avez vu le poids de la fiscalité. Bien sûr, il faut trouver des solutions. Mais ça, je crois qu'on l'a tous compris. Donc, au rythme qui sera le vôtre, ce sera un rythme législatif. Après, il faut simplifier. Simplifier. Aidez-nous là-dessus. Aidez-nous là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi ce pays n'arrive pas à simplifier. Et ça ne mange pas de pain. Et donc, je crois qu'il faut analyser toutes les lois, tous les dispositifs, un par un, et faire en sorte de simplifier les choses. Quand ça ne sert pas, on arrête. Quand ça ne sert que quelques-uns, on essaie de mutualiser avec d'autres dispositifs. Cette simplification, le dire une fois, le faire une fois, communiquer les documents une fois, c'est quelque chose de fondamental. Simplifiez-nous la vie, notre façon de nous implanter, notre capacité à nous implanter, c'est fondamental. Et puis après, personne ne sait vivre sans ambition et sans envie. Et donc, l'économie et la simplification, ça ne suffit pas à nourrir une dynamique. Et simplement sur la dynamique, moi j'ai 4 points sur lesquels je voudrais qu'on insiste. Le premier, vous l'avez compris, la réindustrialisation est fondamentale. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui ne sont pas vieux et qui ont été un peu cités. Je vous parle de 1970. 5 millions d'emplois industriels, 23% de part du PIB dans l'industrie. Balance du commerce extérieur, 1 milliard d'excédents. On arrive aujourd'hui, vous savez ce que ça veut dire, 3 millions d'emplois industriels, 81 millions milliards de déficit du commerce extérieur, et donc une part du PIB qui est aux alentours de 10 points.
La réindustrialisation, si on la lâche, et on a fait des progrès, et c'est vrai, Madame la Présidente, vous avez raison de le dire, c'est vrai qu'on a détruit des usines en 2024, mais simplement sur les autres années, on en a créé 150 en 3 ans. Ça faisait des années qu'on avait pu créer de l'emploi industriel, à peu près 150 000 et 150 usines. Ne lâchons rien là-dessus. Je sais que c'est difficile, il faut faire des choix, il faut profiler nos investissements, mais là-dessus, il ne faut rien lâcher. Deuxièmement, vous l'avez cité, lié à la digitalisation. Donc, là-dessus, on doit se battre. J'ai entendu parler des infrastructures, j'ai entendu parler des technologies. Moi, mon combat sera sur les usages. C'est soit des technologies qui existent déjà, sur des serveurs qui existent déjà, des data centers qui existent déjà. Comment faire pour le déployer le plus rapidement possible auprès des TPE et des PME, qui représentent 50% de l'emploi et une capacité à employer, à créer de la valeur qui est très importante. Et là-dessus, on doit pouvoir le faire. Ça va de pair avec du e-commerce et ça va de pair aussi avec de la protection. Protégeons-nous en termes de cybersécurité parce que quand on digitalise, on prend un risque. Le troisième point, je suis persuadé que les produits qui survivront seront des produits à faible empreinte carbone. C'est ce carbon score A, B, C, D qu'on aura un jour. Et donc, battons-nous pour verdir et pour imposer ce verdissement aux produits qui rentrent chez nous. Et le dernier point, je vais vous parler de la vie. La vie, c'est l'économie de proximité. Soutenons par les différents dispositifs dont on a parlé. Il y avait des FISAC qui étaient importants, un super dispositif qu'on a arrêté qui permettait de maintenir du commerce en ruralité. Il faut retrouver ces dynamiques. Donc c'est le commerce de proximité. Luttons contre la vacance commerciale, luttons pour avoir des stationnements qui soient abordables, luttons pour avoir une véritable animation des centres-villes, luttons pour avoir des loyers raisonnables de façon à faire vivre nos centres-bourgs et nos centres-villes. Et là-dessus, simplement, l'acteur du dernier, un peu du premier kilomètre que nous faisons, parce qu'on essaie d'inspirer, donc, mais en tout cas du dernier, c'est les chambres de commerce et d'industrie. Et moi, je vous prie de croire que vous avez en face de vous une force de 14 000 collaborateurs et de 9 000 élus bénévoles qui sont amoureux de la France. On est amoureux de nos territoires et on rêve que d'une chose, c'est de déployer au plus près, le plus rapidement possible, tous ces dispositifs publics qu'on aura simplifiés. Voilà. Moi, je crois que ce pays est beau, il est grand. On a un grand pays, on a un beau pays. Bon, on vit une période un peu difficile, mais on a les fondations. Bon, je crois qu'il faut enlever tout le brouillard qui nous perturbe. Il faut se retrouver sur le terrain. Il faut déployer les actions. Et je peux vous dire que même si c'est difficile pour nos entrepreneurs, personne ne m'a dit je lâche l'éponge. Personne ne m'a dit je jette l'éponge. Donc, il y a encore de l'envie, il y a beaucoup d'envie de se battre. Et donc, nous, on se bat d'autant mieux que nous avons une sphère publique qui nous défend et qui est avec nous. Voilà ce que je vais vous faire passer. Ça, c'était pour mes messages. Et le dernier, c'est les remerciements. Voilà, je voudrais remercier Madame la Présidente de cette audition. Voilà, j'ai été un peu perturbé par le chrono qui est là. Ça m'a rappelé quand je faisais du sport à l'époque. Je faisais du judo, donc on faisait attention au chrono, bien sûr. Donc je vous remercie pour cette audition et surtout, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos établissements publics d'État dirigés par des entreprises. Et cet intérêt, vous savez, je l'ai vu en preuve d'amour, puisqu'on a réussi à sanctuariser notre budget. Et vraiment, je vous en remercie. Et je serai toujours à votre disposition pour répondre à vos questions et pour approfondir certains points. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité et de celle de votre équipe. Et bien entendu, merci aussi aux collègues pour leurs questions toujours pertinentes. Et simplement pour saluer aussi le travail de toutes les chambres de commerce et d'industrie, je pense, avec lesquelles chaque député est en lien. Stéphane Peu a parlé de la CCI de Seine-Saint-Denis, puisque c'est la nôtre. Évidemment, nous savons la qualité à chaque fois de ce travail et de celui de ses agents, dans un contexte, vous l'avez rappelé, qui est difficile. Donc, travail d'autant plus salué. Voilà, merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous.